Ok? Bon, alors pour le coup, le dossier, hein, quand même. Le diagnostic des lésions de jambes. Alors, érysipèle de jambe droite d'apparition aiguë, non compliquée, à probable porte d'entrée cutanée d'intertrigo, streptocoque bêta hémolytique du groupe A chez une patiente de 76 ans. Et donc la justification, donc le terrain, c'est une femme qui est âgée. L'anamnèse, c'est apparition assez rapide. Et clinique, syndrome infectieux, placard érythémateux, une jambe grosse, douloureuse, rouge, ganglion inguinal homolatéral à la lésion cutanée, porte d'entrée, l'intertrigo et argument de fréquence. C'est très bien. Vous rappelez, je vous ai expliqué, on prend le flux en deux, on a le machin, on écrit là tétanos, glycémie, bêta-HCG et côté. Tu m'as dit au tout début érysipèle de jambe droite, et après tu m'as parlé 3 fois de l'intertrigo sans me dire de quel côté il était. Il est bilatéral, mais... Faut le dire. Il est bilatéral? Oui, c'est ça, des deux côtés. Oui. Eh ben on le dit. Si c'est un érysipèle de jambe droite, on peut manifestement penser que c'est l'intertrigo droit qui est responsable. Parce que si c'était rentré à gauche, il faudrait expliquer l'érysipèle de jambe droite. Voilà. Je te charrie et on va jusqu'au bout. Hein. Encore une fois, tu m'as bien dit que l'érysipèle était à droite. On est d'accord, mais n'oubliez pas côté. Ok. Là, c'était pas la phlébite, là. Hein. Parce que s'il y avait une question de ce genre-là où on fait discuter les diagnostics, quelqu'un qui a un peu de fièvre, qui a une grosse, en gros, c'est la question grosse jambe rouge aiguë. Hein. Et j'adore ce item, c'est grosse jambe rouge aiguë. On dirait que c'est un gamin de 2 ans qui a rédigé ça. C'est le diagnostic différentiel. Là, clairement, avec le coup de l'intertrigo, avec le trou de 40, vraiment le tableau septique cogné, hein, une phlébite, ça donne quand même pas 40, ça donne pas un tableau aussi majeur, l'adénopathie, la traînée de l'infant. Là, c'est clairement... J'hésitais à mettre érysipèle extensif parce que ça monte jusqu'à la cuisse. Extensif, ça veut pas dire grand-chose. Pour moi, si tu me dis érysipèle extensif, pour moi, ça fait plutôt extension en profondeur. Mais j'ai mis non compliqué, donc non compliqué, c'est... Ouais, alors en fait, c'est pour ça qu'érysipèle, c'est pas un si bon terme que ça, et que moi, je vous recommande en ce moment de parler de dermo-hypodermite. Mais ça change rien au fait que ça remonte jusqu'à la cuisse. Oui. Mais ça, à la limite, que ça soit sur 10 cm, 20 cm ou quoi que ce soit, si par ailleurs le tableau général, l'invasion en profondeur, c'est pas plus grave. Et est-ce qu'on aurait pu parler de lymphangite, puisque ça remontait? Oui, il y a une traînée de lymphangite. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, mais est-ce qu'il faut le préciser ou pas? C'est ça. Oui, tu peux, oui. Une traînée de lymphangite. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'érysipèle, finalement, c'est un mot synonyme de dermo-hypodermite, non nécrosante, sans fasciite. Mais que finalement, cette classification qui est plus internationale, traduite de l'anglais, est quand même un peu plus intelligente, parce que quand on dit dermo-hypodermite tout court, on comprend bien ce que c'est. Si je dis dermo-fasciite nécrosante, on comprend aussi très bien ce que c'est que ça atteint le fascia. Si je vous dis, etc., etc. Donc, en fait, ce qui veut faire la gravité, c'est pas tellement l'extension en centimètres carrés sur la peau, mais si tu es tout rouge, bien sûr, c'est plus grave que si tu as 5 cm carrés, mais ce qui va faire vraiment la gravité est une lésion plus étendue mais moins profonde sera moins grave qu'une lésion moins étendue mais plus profonde. C'est si dermo-hypodermite, c'est derme-hypoderme. Si tu commences à atteindre le fascia, c'est une fasciite nécrosante. Et puis après, si tu as les muscles en dessous, carrément tu as la myosite, le syndrome de Loge, tout ce que tu veux, et là, ça commence à devenir grave. Donc, dermo-hypodermite, je trouve que c'est assez parlant aussi. Bon, je pense qu'on peut utiliser l'un ou l'autre, mais finalement. Donc, c'était un érysipèle de jambe droite ou une dermo-hypodermite non nécrosante, on est d'accord. Quel traitement instaurez-vous pour ces lésions? Alors, dans le cadre des infections, est-ce qu'on peut parler de sepsis? Parce que là, on peut pas dire qu'on a un SRIS, parce qu'on a juste la fièvre et la tachycardie, mais sous-entendu, on pourrait évoquer un sepsis. Si tu n'as pas de SRIS, tu ne peux pas parler de sepsis. Mais là, on peut évoquer le SRIS, parce qu'on a la fièvre, on a la tachycardie et la fièvre. Si tu as les arguments d'un SRIS et une porte d'entrée infectieuse documentée ou prouvée, tu peux dire que c'est un sepsis. D'accord, mais parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a de la fièvre, il faut parler s'il y a un sepsis ou pas de sepsis. Oui, non, mais il y a la définition, ouais. Et puis il y a le mot courant de langage, quoi. Mais si tu tombes sur un mec pointilleux, il va te dire c'est pas un sepsis ou c'est un sepsis. Le sepsis, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est le SRIS plus une porte d'entrée infectieuse prouvée ou documentée ou suspectée. Dire c'est un sepsis parce qu'elle vient, j'ai un sepsis, j'ai un panari. Alors le problème il est là, le problème il est qu'on ne dit pas un sepsis sur un panari, par contre on dit que tu es à l'hôpital pour une raison septique. Tu te fais opérer au bloc septique.
Bon, mais la définition stricto sensu du sepsis, c'est celle que tu as donnée. Et donc là, oui, là, il y a été tachycarde, je crois. Ouais. Il y avait tachycardie, fièvre. Surtout le jour de l'internat. Après, dans la vraie vie, vous ferez un peu les abus de langage que vous voulez ou que vos chefs de service ou vos seniors accepteront sans vous taper sur les doigts. Sachant que plus on est strict, mieux c'est à la limite, finalement. Mais le jour de l'internat, en tout cas, ouais, non, on respecte les définitions. Donc le traitement. Donc hospitalisation de la patiente car c'est une personne âgée avec des comorbidités. Très bien. Pose d'une voie veineuse périphérique, mise d'une antibiothérapie active contre le streptocoque bêta-hémolytique, bactéricide, donc par pénicilline G par voie intraveineuse. Traitement de la porte d'entrée, donc l'intertrigo, par des bains de pied et par une lotion ou une crème antifongique comme l'Amicor crème. Prévention des complications de décubitus avec héparinothérapie à dose préventive, bas de contention. Évaluer le risque de tétanos et éventuellement faire une prévention du tétanos. Antalgique de niveau adapté à l'intensité de la douleur et surveillance clinique et paraclinique. D'accord. Donc on voit quand même que c'est assez dense pour un bête, entre guillemets, érésipèle. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, que tu as très bien dit. Donc dès que ça dépasse 4-5 lignes de réponse, hiérarchisez. Prenez le temps d'écrire hospitalisation, votre adorée mise en condition, traitement étiologique, antibiothérapie, traitement de la porte d'entrée, traitement symptomatique, antalgique, traitement préventif ou prévention des complications de décubitus, nursing HBPM, anticoagulation, surveillance. Si vous adoptez, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, à chaque diagnostic correspond à un type de traitement, si vous adoptez ça, d'une part, c'est propre, et d'autre part, à force de le faire, vous allez l'avoir dans la tête et dans la main quand vous allez répondre, et vous ne l'oublierez pas. Et vous n'oublierez pas le traitement symptomatique, parce que les antalgiques, j'ai cru qu'ils allaient être oubliés, ils sont arrivés pas loin avant la fin. Alors l'hospitalisation, dans son cas, elle, oui, on peut traîner un érésipèle en ambulatoire, mais dans son cas, elle, comme tu l'as très bien dit, c'est une sujet âgée qui a des comorbidités avec un somnambule pulmonaire, si elle reste alitée à la maison, on se demande ce que ça va donner, tout ça, donc on vaut mieux l'hospitaliser. Il y a un truc que tu ne m'as pas dit, c'est qu'on donne un coup de feutre sur le tour des lésions. Ça, c'est assez important quand même. Dès que c'est un placard rouge quelque part, on cartographie, voir si ça s'étend, si ça régresse. On fait ça avec, je sais pas, un érythème chronique migrant. Dès qu'il y a du rouge, des purpuras, on entoure des taches purpuriques, voir si elles sont extensives ou pas, dans les méningites, dans les purpuras vasculaires, dans n'importe quoi. On entoure au marqueur. L'antibiothérapie, très bien, PNIG, c'est un streptobêta-hémolytique. Et la conférence de consensus retient, c'est un streptobêta-hémolytique. Même le staff, ça donne pas. C'est non. Donc c'est un truc anti-streptobêta-hémolytique, d'accord. On traite la porte d'entrée, tu l'as dit. Alors là, je pense, s'il y a un moment dans la courbe d'aujourd'hui, on va avoir le droit de faire le petit monsieur plus, qui je pense peut là peut-être vous rapporter des points, c'est de dire, d'écrire, même si on ne demande pas spécifiquement, que les AINS sont contre-indiqués. Voilà, là, s'il y a, vous voyez, les AINS sont contre-indiqués. 4 mots, ça sera toujours vrai, et là, c'est le truc fort, quoi. Encore une fois, oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais vous avez, alors, et les bêta-bloquants, les machins, les bidules, les trucs, ouais. Bon, mais là c'est quand même majeur de dire que les AINS sont contre-indiqués. C'est quand même maintenant démontré que ça facilite, favorise le passage vers la fasciite nécrosante ou la dermohypodermite nécrosante. Donc là, tu vois, moi j'avais mis ça dans la partie sur le traitement symptomatique en parlant des antalgiques, de paliers adaptés, nanana, en se souvenant que les AINS sont formellement contre-indiqués. Là, en plus, ça passe nickel dans la phrase. Et le mec, il voit que, ah ouais. Quel est l'agent infectieux? On y a répondu. C'est très souvent un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, plus rarement un bêta-hémolytique d'un autre groupe, mais c'est un strepto-bêta-hémolytique. Pas de staph, pas de choses. Après, sinon, c'est des infections cutanées, mais c'est des trucs à la con, c'est des trucs nosocomiaux, vous n'aurez pas ça. Après, oui, on peut avoir des cellulites à tout ce que vous voulez, même cellulites à pio, pourquoi pas, mais c'est dans des cas tellement particuliers chez l'immunodéprimé, c'est après des gestes invasifs, c'est un truc qui a mal évolué autour d'un cathéter infecté, enfin, c'est pas une érésipèle. Simplex. Quel diagnostic pouvez-vous évoquer pour la douleur du membre inférieur gauche et sur quels arguments? Alors j'ai mis que c'était une sciatique gauche de trajet S1 non compliqué devant la douleur lombaire chronique gauche irradiant la face postérieure dans la cuisse et du mollet gauche jusqu'au talon, avec l'abolition du réflexe achillien gauche et non compliqué parce qu'il n'y avait pas de trouble sensitivo-moteur.
Ouais, alors là, il manque... Rappelle-toi la question diagnostique. Tu m'as fait le syndromique, l'ombrosciatique, les seins. Sans gravité, tout ça, ça c'est la partie complication. Il n'y en a pas de gravité, pas de complication. Il manque la partie étiologique, le diagnostic étiologique. Est-ce que tu peux nous dire un mot de plus? Bah, du coup, chez une patiente avec antécédent d'adénocarcinome mammaire. Ouais. Ça c'est le terrain, au début. Tu penses que c'est une lombosciatique par tassement vertébral bénin ou tu penses que c'est peut-être pas que ça? Pas que ça. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est probablement une métastase. Voilà, y a le fait qu'elle soit, c'est une patiente âgée et qu'elle ait une antécédent de cancer du sein droit, font dire que potentiellement, voilà, le tassement vertébral qui dure 3 mois, bon, pas souvent quand même, ça fait mal, mais 3 mois, des douleurs, en plus, je ne sais plus s'il disait qu'elles augmentaient ou tout ça, mais enfin c'était, voilà, c'est pour vous dire que là, je pense qu'on pouvait s'engager à dire que c'était possiblement d'origine, enfin possiblement symptomatique et non pas par ostéoporose, quoi, par tassement vertébral ostéoporotique. J'étais en train de regarder juste un élément. Ouais. Alors c'est très bête parce qu'on vous dit 3 mois. Alors, vous voyez comme quoi, hein, il y a des exceptions, parce que c'est juste le cut-off aigu chronique, quoi. 2 mois et demi c'est aigu, 3 mois et demi c'est chronique, et 3 mois. Donc, bon, toi tu as fait une partie dire que c'est chronique. Bah, à la limite, si tu me parles d'un truc néoplasique derrière, j'achète encore plus. C'est chronique. Si tu me parles d'un truc plutôt ostéoporotique, tassement, à 3 mois, dites que c'est aigu. Vous voyez. Bon. Dans le corrigé, j'ai mis, je suis con parce que j'ai mis aigu et je parle du néoplasique. Bon, mais la logique, effectivement, voudrait dire que si on veut parler d'un truc plutôt cancéreux qui est là, qui est en train de s'aggraver progressivement et que c'est pas normal que la douleur persiste après 3 mois, etc., bah, à ce moment-là, on a plus tendance à dire comme toi que c'est quelque chose de chronique. Et puis si on a plutôt on croit que c'est plutôt l'ostéoporose, que le tassement a eu lieu, qu'elle a porté un carton machin chouette bidule, on va dire que c'est aigu, mais là que c'était juste sur le cut-off. Bon. Quels éléments allez-vous rechercher à l'interrogatoire et à l'examen physique? Donc là, vous voyez, c'est le jury de l'internat hein, qui dit interrogatoire et examen physique. Donc eux, ils dissocient bien ce qu'on disait tout à l'heure pour préciser l'origine de cette douleur. À l'interrogatoire, j'ai commencé par caractériser la douleur. Donc savoir retrouver l'horaire de la douleur, si c'est inflammatoire, mécanique, s'il y a des facteurs aggravants, des facteurs soulageant la douleur. Le mode de début et d'évolution, savoir s'il y avait un facteur déclenchant potentiel. J'ai regardé les signes associés, savoir s'il y avait une altération de l'état général, perte de poids récente sans anorexie, ou d'autres douleurs osseuses associées. Ensuite, j'ai refait les antécédents de la patiente, savoir si elle avait des antécédents ostéoporotiques avec des fractures ou voilà, enfin médicaux, si elle avait pris un traitement hormonal substitutif. J'ai regardé si elle avait des antécédents de lombalgie, s'il y avait une perte de taille récente, ses antécédents vasculaires, savoir enfin voilà, si elle avait des problèmes style AOMI ou ce genre de choses. Et ensuite, j'ai regardé si je lui ai demandé si elle avait des troubles sphinctériens pour évaluer les signes de gravité à l'interrogatoire. Et ensuite, à l'examen physique, donc j'ai commencé par prendre son poids et sa taille. Ensuite, j'ai fait une palpation du rachis. J'ai regardé s'il y avait un syndrome rachinien en palpant les muscles paravertébraux, en calculant l'indice de Schobert, la distance main-sol. J'ai recherché un signe de la sonnette. Ensuite, j'ai fait les signes de la SEG homo et contralatéral. Je lui ai fait un examen neurologique des membres inférieurs complet avec un testing sensitivomoteur, les ROT, les RCP. Voilà, j'ai regardé les pouls des membres inférieurs avec j'ai fait un schéma, j'ai fait une palpation abdominale, un TR, et ensuite au niveau du cancer axillaire, les susclaviculaires et voilà, enfin le troisième. Voilà. C'est bien. Et donc tu vois qu'on met, si on écrit ça proprement, 20 minutes à écrire un truc pour une question. Non mais c'est encore une fois pour insister que c'est hyper ingrat ces questions-là parce que, en plus, si ça se trouve, là-dedans, il y aura 5 trucs de côté. C'est hyper ingrat parce que tout ce que tu dis est juste et il faut le faire, bien sûr. Il ne faut pas lui repalper les seins, vérifier qu'il n'y a pas une récidive. Bien sûr, il faut aller de l'autre côté, vérifier qu'il n'y a pas un syndrome de la queue de cheval et faire un toucher rectal pour vérifier si c'est la lombosciatique, qu'il n'y a pas des signes de gravité imposant une décompression d'urgence. Au milieu, bien sûr qu'il faut faire préciser les cas. En gros, il faut faire une consultation de médecine interne. Il faut faire une consultation de rhumatologie bien faite de cette patiente. Et vous le voyez à l'hôpital, une consultation de rhumatologie, chez quelqu'un qui arrive avec toute cette symptomatologie, ça vous prend une demi-heure à faire. Et je ne parle même pas de l'écrire dans un dossier ou de dicter un compte-rendu de consultation ou d'hospitalisation après. Et on vous demande
en une demi-page, une page, en 10 minutes pour ne pas perdre trop de temps, un quart d'heure pour ne pas perdre trop de temps, de le recracher. Et en plus, on va vous dire que là-dedans, il y aura 6 trucs importants. C'est hyper ingrat. Et malheureusement, là, je ne peux pas vous mettre à votre place. Et donc, ce qu'on essaie de faire dans ces confs-là, c'est ça, c'est d'essayer de vous dire, bon, je vais mettre des trucs, je n'aurai pas le temps de tout mettre, choisissons les mieux, et auquel cas, essayons surtout de montrer aux gars que j'ai compris la démarche, pour que même si j'ai pas mis le putain de mots-clés que lui, il avait sur sa grille informatique, ils se disent quand même, globalement, le truc est tellement bien fait que bon, c'est bon, quoi. Rappelez-vous, là, moi, je t'ai écouté attentivement, du mieux que je le puisse, après, voilà, 48 heures comme ça, mais je t'ai écouté attentivement. Si maintenant, on me disait, est-ce qu'il a dit ça, 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 je ne serais pas sûr de ne pas me gourer, mais comme ta réponse était logique, que tu avais fait interrogatoire, examen physique, en commençant par l'inspection, la palpation, machin chouette, et que j'aurais tendance à se dire, bon, c'est quand même bien son truc, puis il a parlé de beaucoup de choses, oui, moi je dis que c'est bon. Oui, le correcteur, il va faire ça parce qu'il va le voir, il ne va pas juste lui demander oralement, mais l'impression, il aura la même. Donc c'est pour ça. Là, vous avez plusieurs solutions. Ou on fait comme tu as fait, à savoir qu'on fait, je fais d'abord tout l'interrogatoire. Ensuite, madame, vous allongez là, je vous fais tout l'examen clinique et je commence par l'inspection. Rachis, déformé, Schauber, machin, chouette. Puis toutes les palpations ou toucher pelvien. Puis éventuellement, si tu en as des percussions, puis éventuellement des auscultations. Puis éventuellement, nos 3 amis, la BU, le CG et la glycémie capillaire. Voilà. Ou alors, et moi c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, mais là je ne sais pas, si on a mieux que sur un truc aussi vaste que ça, je ne sais pas si on est mieux, si c'est mieux que l'autre. Moi j'avais détaillé essentiellement 2 parties dans lesquelles j'ai refait des sous-chapitres, interrogatoire, inspection, palpation, machin. J'avais mis qu'en fait l'objectif de notre interrogatoire, notre examen physique, était, petit 1, de dire si elle avait des lombalgies ou lombosciatiques symptomatiques ou communes. Et donc, je recherchais les arguments en faveur d'une néoplasie, d'un truc symptomatique, et là j'y allais, terrain, interrogatoire, examen physique. Et je remettais, je reprends tout ce que tu as dit, parce qu'en gros, globalement, à 3 trucs près, il y a tout. Et en gros, je reprends un peu tout ce que tu m'as dit là, et je le mettais dans cette case-là. Et puis petit 2, alors il y a d'autres causes de symptomatiques, hein, il n'y a pas que le cancer, heureusement, il y a les infections aussi, ça pourrait être une spondylodicite. Donc en faveur d'une infection, tac, tac, tac. Et puis à l'inverse, en faveur de quelque chose d'ostéoporotique, de commun. Interrogatoire, inspection physique, nanana. Voilà, donc moi je l'avais fait comme ça, avec mes têtes de chapitre qui étaient mon arbre, parce que moi je reste sur mon arbre, elle est lombosciatique, elle est symptomatique ou, bon, alors, elle est aiguë chronique, ok, elle est chronique, elle est symptomatique ou commune. Première question, est-ce qu'elle est symptomatique ou commune? Et je réponds, symptomatique, je recherche cancer, infection, commune, ostéoporose. Et dans chaque, je respecte par contre, vous respectez toujours. Terrain, interrogatoire avec terrain, histoire de la maladie, et respectez toujours. De toute façon, même en médecine, on fait comme ça, en pratique clinique. Donc voilà, moi j'avais fait comme ça. Et puis après, j'oubliais pas, parce qu'il y avait des trucs qui ne rentraient pas dans mes cases, ce que tu as dit, j'oubliais pas, et ça c'était mon petit 2, après avoir distingué si c'était comme ça, il y avait quand même un truc commun aux deux, c'est vérifier qu'il n'y avait pas des critères de gravité de sa lombosciatique, à savoir un truc qu'il fallait qu'on l'opère tout de suite maintenant, et qu'on se poserait après la question de savoir ce que c'est. Et les 3 critères d'opération en urgence d'une lombosciatique, c'est quoi? Oui, alors les troubles sphinctériens, ça traduit quoi? Alors ça, comme tu réponds, troubles sphinctériens, c'est comme tout à l'heure, on répondait le BMI, c'est un rapport avec la dyspnée. Oui, mais comment? Pourquoi les troubles sphinctériens, c'est un critère d'indication opératoire en urgence? Voilà, enfin, c'est... Oui. Ça veut dire qu'il y a un signe de compression. Voilà, alors c'est pas une compression médulaire, c'est une compression de la queue de cheval, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de moelle en S1. Mais effectivement, voilà, c'est qu'il y a une compression des racines de la queue de cheval qui se traduisent, mais pas que par des troubles sphinctériens d'ailleurs. Une anesthésie en selle, des troubles sphinctériens, d'accord. Perte du réflexe crématorien, tout ça comme ça. Ok. Donc ça c'est le premier. Et les 2 autres cas. Hyperalgique. Alors la sciatique hyperalgique, c'est aujourd'hui devenu exceptionnalissime d'opérer sur une sciatique hyperalgique parce qu'on a quand même des moyens analgésiques maintenant sérieux et avec une bonne titration de morphine, avec des bons coantalgiques, même un truc qui fait vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est rare qu'on ait besoin d'aller à la chirurgie pour ça quand même. Mais ça reste un truc classique. Et puis la 3e. J'aurais dit si c'est instable. Oui, mais alors là, ça suppose déjà d'avoir fait des examens complémentaires et d'avoir une idée de ce que c'est, et puis de dire que c'est symptomatique, parce que c'est pas instable si c'est un truc ostéoporotique. Ok.
qu'il y ait le recul du mur postérieur et tous les machins comme ça qui peuvent léser la moelle, c'est ce qu'on avait dit aussi dans la point précédente, que ce soit quelque chose de symptomatique. Ah! Les 3 causes. Hyperalgique, queue de cheval. Regarde-moi. Paralysante. Voilà. Si tu as un déficit moteur supérieur à 3 sur 5, c'est que ça appuie un peu trop et que là, le nerf il est en train de souffrir. Autant le déficit sensitif n'est pas suffisant, mais tu as un déficit moteur là, qui apparaît et supérieur à 3 sur 5, ouais, là, ouais, faut opérer vite. Et on revient sur l'instabilité et de la compression importante. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le choix. Ou vous dites, bah voilà, moi je suis à mon bureau, je fais tout l'interrogatoire, et à ce moment-là, vous faites des sous-chapitres interrogatoire pour rechercher si c'est symptomatique ou commun, interrogatoire pour chercher les caractéristiques, voilà. Et puis après, je vais sur ma table d'examen. D'abord, je regarde la patiente. Ensuite, je vais sur ma table d'examen et je vais faire des tests rhumatologiques. Et puis ensuite, je finis par mes chez pelvien et compagnie. Ou alors, vous faites l'inverse. Vous dites, moi, mon objectif, c'est de voir si c'est ça ou ça. Et à ce moment-là, je fais des sous-chapitres qui sont interrogatoire, inspection, palpation, percussion, machin chouette. Et en deuxième temps, voir s'il y a des signes de gravité, je refais inspection, palpation, machin chouette. Là, les deux sont bons. Par contre, faites-le. Mettez pas 50 items à la suite avec des tirets. Parce que là, pour le coup, si tu avais fait ça ou s'il y a ça dans une copie, là, le mec, là, on lui demande s'ils sont. C'était chiant son truc. Au bout du 5e, j'ai décroché. Non, rappelez-vous, il faut qu'il y ait une petite histoire. Il faut qu'il comprenne votre lien logique. Il faut qu'il comprenne ce que vous recherchez à travers ce que vous écrivez. Parce que si tu me mets, je cherche un déficit moteur, je regarde si la douleur, et je fais une EVA de la douleur, je lui palpe les seins, je lui palpe le ventre, et puis tiens, est-ce qu'elle a eu un antécédent de cancer? Et on ne comprend rien. On comprend rien. On se dit, bah, pourquoi il n'a pas regardé non plus si elle était sur la Lune, enfin. Donc il faut hiérarchiser-le, comme vous voulez, mais hiérarchisez-le. Question 6. Étant donné ces antécédents et l'épisode actuel, quelle exploration allez-vous demander pour confirmer le diagnostic étiologique de cette douleur? Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais plus qui c'est par là-bas qui avait oublié le diagnostic étiologique en poussant un petit peu en disant que c'était probablement néoplasique. En lisant cette question-là, là, ça doit faire tilt, ça doit éveiller quelque chose. Tiens, pourquoi il me demande? Elle me parle de ses antécédents. Et les antécédents, c'est pas qu'elle est toute petite, qu'elle n'a pas mangé de vitamine D et qu'elle prend des corticoïdes. Non, c'est quand même un cancer. De l'épisode actuel, infection, et puis un diagnostic étiologique. C'est bizarre quand même. Donc là, ça commence à mettre de la puce à l'oreille. Vous voyez, et puis après, on parle de traitement adjuvant, vous paraît-il compatible? On va répondre non. On se dit, ah bah ça y est, ok. Elle a été maltraitée, elle récidive. Et là, si vous aviez oublié de me dire que c'était probablement d'origine néoplasique à la question 4, on y revient et on l'écrit. Mais comme normalement vous avez lu la question 1 à la question 7 avant de répondre à quoi que ce soit, vous le savez d'emblée. Et vous ne faites pas un tout petit truc pâté écrit entre deux lignes parce que vous n'aviez plus de place, et puis etc. Alors donc, ces examens... Non, c'est pas là, c'est là, ces examens complémentaires. Donc les explorations vont rechercher des arguments en faveur d'une récidive de son cancer du sein par métastase vertébrale. Donc on va commencer par un bilan d'imagerie. En faisant, donc on commence par des radiographies standards peut-être, de face et profil, avec des arguments en faveur d'un tassement malin. Absolument. Donc avec une vertèbre, un tassement asymétrique, un recul du mur postérieur, des disparitions de structures vertébrales, des structures articulaires, enfin. Ouais. Le plus classique, c'est le pédicule qui donne la vertèbre borgne. Articulaire, c'est ce qui fait qu'elle s'articule avec celle d'au-dessus en dessous. Mais le plus classique, c'est sur la face, la vertèbre borne par l'isthme du pédicule, qui est les deux parties qui vont se relier derrière et délimiter le canal où passe la moelle. La liste d'un pédicule, si tu regardes de profil, tu as un rond en moins, c'est la vertèbre borne. C'est le grand classique, ça. Ensuite, je ne savais pas s'il fallait faire TDM et IRM ou seulement l'un ou l'autre. Donc, exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le mieux, c'est l'IRM. Et le mieux, c'est l'IRM pour voir la moelle. Parce que la radio standard, ça reste un excellent examen pour voir l'os. Hein. Donc si tu as des bonnes radios de qualité, que tu as une bonne face, un bon profil, on fait un cliché de 2,16, c'est un grand cliché qui prend en même temps le rachis thoracique et le bassin. Il est correctement fait, là tu peux interpréter beaucoup de choses. Donc après, tu as besoin d'un second examen qui là est plus tellement pour le versant osseux, mais qui est pour le versant partie molle. Envahissement des parties molles et risque de compression médulaire. Et il y a une compression médulaire parce qu'il y a une sciatique. On va voir quel niveau, est-ce que machin, est-ce que c'est le disque, est-ce que c'est des débris, est-ce que c'est de l'épidurite, ou est-ce que c'est... Bon. Et là, au mieux, c'est l'IRM, clairement, pour voir la moelle. Donc au mieux, IRM, bah, si on n'a pas d'IRM, on fait un scanner, on fait un beau scanner avec une reconstruction dans le plan, parce que ça reste des reconstructions dans le plan sagittal, par exemple. Donc tu le dis comme ça, un peu comme ce que tu es en train de me dire, je sais pas trop, bah, tu le dis avec une phrase qui fait style, c'est pas je sais pas trop, mais qui dit la même chose en fait. Hein.
Donc IRM au mieux ou sinon scanner, ok, pour mettre en évidence le conflit là, entre la racine ou la moelle et puis le cancer ou l'épidure, tout juste comme ça, voir les parties molles, d'accord. Ensuite, donc, si à l'imagerie on a des arguments en faveur d'une néoplasie, on va aller ponctionner, faire une ponction biopsie vertébrale peut-être. Pour faire le diagnostic définitif, tout ça, oui. Ouais. Et puis discuter aussi le dosage des marqueurs tumoraux. C'est à 15,3. Oui. Bon, encore une fois, comme pour le cancer du côlon tout à l'heure, s'ils étaient élevés avant, qu'ils avaient baissé après, on les redose pour voir s'ils remontent. Ouais. Alors je reviens sur une histoire de biopsie. Si au niveau mammaire, tu as une récidive, on biopsiera plutôt la récidive mammaire, c'est plus simple. Et ça serait quand même pas de chance qu'elle ait une récidive mammaire et en même temps un second cancer qui a métastasé à l'os. On peut tout voir, mais enfin quand même c'est pas classique. Et ça est toujours moins compliqué de faire une petite biopsie, c'est vraiment pas grand chose, une biopsie mammaire, ça se fait en radiologie, en mammotome, ou est-ce que vous voulez, enfin c'est ambulatoire, versus une biopsie disco-vertébrale, là c'est déjà un peu plus de sport quand même. Donc si tu peux biopsier un primitif, ça sera vraisemblablement une métastase, voilà. Et comme on disait la dernière fois aussi, ça change quand même de classe, on passe en palliatif, même s'il y a des traitements hormonothérapiques qui permettent de vivre longtemps, mais enfin quand même. Donc du coup, si tu as une récidive là et des images caractéristiques en IRM et en radio standard, on n'ira pas biopsier la vertèbre. Donc avant, tu disais s'il y a des choses évocatrices à l'imagerie, moi j'aurais tendance à dire s'il y a des choses évocatrices à l'imagerie et à la clinique ou à la mammographie ou ce que tu veux, c'est là qu'on ira plutôt biopsier. Si là il n'y a rien et qu'on n'a pas de primitif évident, bah oui, on reviendra à biopsier la vertèbre. Donc ensuite tu m'as parlé des marqueurs, d'accord. Donc pour voir la récidive, on fait une mammographie, échographie mammaire. Absolument, là il ne faut pas l'oublier. Hein. Tout à fait, mammographie bilatérale, le petit côté de notre demi-feuille. Hein. Et puis j'avais éventuellement proposé une scintille osseuse pour voir s'il n'y avait pas d'autres localisations osseuses. Ça peut le faire effectivement. Quand il y a déjà une première localisation osseuse, là on n'est plus dans l'histoire de notre bilan initial de tout à l'heure où on met tous les trucs, machin. Là il y a déjà une localisation osseuse et en plus je pense que c'est un sein. Et dans le sein, la scintille fait partie du bilan initial pour le coup, ce qui n'est pas le cas de tous les cancers, loin de là. D'accord. Moi il me manque quand même... Alors on est en train de parler de métastases osseuses. Os, lise osseuse, ouais voilà, ça c'est quand même de bon ton de faire au moins un iono, une calcémie, une phosphorémie, avec l'albumine pour interpréter la calcémie, ça c'est quand même, je pense, bien de le mettre. Et la dernière chose, c'est que, en fait, devant toute lombo-sciatique, on fera quand même NUM et marqueurs inflammatoires. Je ne sais plus si c'est avec vous qu'on en avait déjà discuté, même dans les lombo-sciatiques communes, il y a un bilan minimum, qui n'est pas radiologique, on est d'accord, mais qui comporte un bilan inflammatoire pour quand même mettre. S'il est négatif, ça renforcera notre hypothèse d'ostéoporose et que donc il n'y ait pas quelque chose de symptomatique dessous. Alors tu vas me dire si là on met en évidence une mammographie complètement pathologique avec une palpation et que la biopsie nous dit quel est l'intérêt de faire un hémogramme et un CRP voir que c'est élevé. Bah, l'avantage c'est que l'hémogramme tu l'as en 1h30. Alors tu vas me dire la palpation tu l'as en 10 secondes, c'est vrai, mais enfin la biopsie, la mammographie c'est pas le cas. Donc bon, de toute façon si c'est un cancer tu lui feras l'hémogramme de toute façon, donc ça n'engage pas grand chose. Mais ça fait partie du bilan recommandé par le coiffeur de base, c'est l'hémogramme, la CRP, le bilan phosphocalcique. Fait aussi partie du bilan de base. Mais là, en plus, comme il y avait une probable métastase osseuse, il faut le faire. Il n'y a pas de tortille. Hein. Ça aurait été un myélome, je suis sûr que tu n'aurais pas oublié la calcémie. C'est une métastase, c'est pareil. D'accord. Et la dernière question qui est... Alors, c'est pareil, là, on revient sur la discussion. Hein. Vous paraît-il compatible avec les antécédents? Ça veut dire qu'on va vouloir qu'à la fin de la question, vous puissiez pas me dire c'est ou ce n'est pas compatible, mais qu'il va falloir, comme ils disent, argumenter la réponse. Il va falloir me donner un peu de biscuit pour... Quoi? Bah si. S'il y a bien, je pense, on reprend toujours les mêmes, hein, 3 cancers, où il faut vraiment aller peut-être au-delà de ce qui est marqué juste dans les intitulés du programme du CNCI, c'est bien le sein, le poumon et le côlon. Ces 3-là, vous savez, il y a toujours l'éternel débat, oui, mais il n'y a pas marqué qu'il faut connaître le truc d'un cancer de l'estomac, il ne faut pas connaître le traitement, ça s'arrête à argumenter l'attitude thérapeutique, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai déjà répondu, je ne sais pas si c'est à vous, à cette question-là, qu'on peut vous avoir comme on veut en beauté, parce qu'il y a la première question du module de cancérologie, c'est cancer, épidémiologie, pronostic, machin, et la deuxième, c'est traitement du cancer.
Et vous dire qu'on fait de la chimiothérapie dans un cancer de l'estomac ou de la chirurgie dans un cancer de l'estomac, ça fait partie de la question de traitement du cancer. Donc si on a envie, on vous aura un bras comme ça. Mais s'il y en a bien 3 où ça serait vraiment pas une honte pour le coup de vous le demander, c'est pas anodin non plus, c'est les 3 plus fréquents. C'est ceux que vous verrez forcément, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous verrez des patients qui en ont eu, c'est le sein, le poumon et le côlon. Donc en fait, c'est que le tamoxifène, c'est avant 50 ans. Alors, donc, la réponse, le tamoxifène... C'est avant 50 ans. Donc c'est quoi déjà le tamoxifène? Le tamoxifène, c'est un anti-oestrogénique. Absolument, c'est l'hormonothérapie anti-oestrogénique. C'est avant 50 ans, je crois. Il y a une histoire. Et en plus, elle a eu un anti-thromboembolique pulmonaire. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai mis. Effectivement, mais c'est effectivement les 2 points qui font que c'est pas compatible, mais il faut que tu détailles un petit peu plus que ça. Pourquoi l'embolie pulmonaire, c'est une contre-indication? Parce que c'est une hormonothérapie et que ça augmente le risque de thrombose veineuse et ça entraîne des troubles de la coagulation et augmente le risque de thrombose. D'accord, donc là, ok. Moi, je suis un néophyte, hein. Moi, je suis pas gynéco. Tu me dis, d'accord. Donc, tu me dis, le tamoxifène augmente le risque thromboembolique. La patiente ayant une embolie pulmonaire, logiquement, on n'aurait pas dû proposer ce traitement. C'est vrai. Et le deuxième truc que tu disais, c'était l'histoire d'âge, c'est ça? Ouais, c'est que le tamoxifène, c'est recommandé avant 50 ans, avant la ménopause. Oui, en fait, c'est avant la ménopause, plus qu'un âge civil, oui. Ouais. Donc, avant la ménopause, parce que sinon. Et en fait, c'est même pas tellement dans ce sens-là. C'est pas tellement. Ça aggrave l'ostéoporose, des trucs comme ça. Oui, mais en fait, c'est surtout que après la ménopause, c'est les anti-aromatases qui sont recommandés. Plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là. Or, comme elle a eu son cancer il y a combien de temps? Elle a 76 et elle l'a eu 3 ans avant, donc à 73 ans. Donc elle était ménopausée, je pense. Donc c'est pas celui-là qu'elle aurait dû avoir non plus, parce que par contre chez la femme ménopausée, c'est clairement établi que c'est les anti-aromatases qui sont à utiliser en première intention. Donc ça fait 2 bonnes raisons pour dire qu'elle aurait dû avoir un anti-aromatase plutôt que du tamoxifène. Donc ça, tu as décortiqué le truc. Là, moi j'ai fait 2 phrases exactement ce qu'on vient de dire. J'ai donc mis ces éléments auraient donc dû faire préférer une prescription Ces éléments auraient dû faire préférer une prescription d'un traitement hormonal par anti-aromatase à un traitement par tamoxifène. Là, on a répondu à le traitement adjuvant vous paraît-il parfaitement compatible? Pas tout à fait. Parce qu'on a répondu à est-ce que la molécule qu'elle a reçue était la meilleure? Mais moi, j'ai un peu senti cette question-là aussi comme est-ce qu'elle a eu le traitement optimal? Ça ressemble un peu à ça aussi, hein, est-ce qu'il est parfaitement compatible on n'a pas le compte rendu d'Anapat, mais sinon on aurait aussi pu donner une chimiothérapie. Ben voilà. Et puis là, une radiothérapie. Hein. Il reste encore un truc. Je sais pas. Ouais, l'herceptine. C'est une thérapie, si elle a un statut de surexpression des récepteurs HER2. Ouais. Je dis, hein, il y a 3 cancers où il faut aller un tout petit peu au-delà, et ça maintenant, ça fait partie de tous les staffs multidisciplinaires de gynécologie autour de ça. Donc en fait, moi, cette question-là, le gros de ma réponse, c'est non. Déjà, je commence par non, parce qu'on vous pose une question. Est-ce que non? Non, le traitement adjuvant par anti-œstrogène, parce qu'on vous parlait du traitement adjuvant du cancer du sein, hein. On ne vous parlait pas du traitement par anti-œstrogène, on vous disait le traitement adjuvant. Donc non, le traitement adjuvant n'est pas parfaitement compatible. Petit 1, parce que son traitement adjuvant a comporté des anti-œstrogènes, et on vient de dire pour ces 2 raisons-là, facteur de risque thromboembolique et statut vis-à-vis de la ménopause, que ce n'était pas le meilleur. Mais le traitement adjuvant, c'est pas que ça. Est-ce qu'elle n'aurait pas eu besoin de chimiothérapie? Et là, il nous manque effectivement des éléments, je suis d'accord, mais on peut lancer l'idée. Deuxièmement, on lui a donné l'hormonothérapie, mais à aucun moment on nous dit que les récepteurs hormonaux sont positifs. Donc il faudra quand même s'assurer de ça. Et troisièmement, est-ce qu'elle n'aurait pas pu bénéficier aussi de l'herceptin si elle avait une surexpression HER2? Donc vous voyez, pour moi, il y avait deux parties. Il y avait l'anti-œstrogène, c'était vraiment une connerie. C'était pas vis-à-vis des données actuelles de la science, c'est pas ce qu'il fallait donner comme anti-hormonal, enfin comme traitement hormonal. Et il ne faut pas être focalisé sur le traitement hormonal. On parlait de traitement adjuvant au sens large, et donc il fallait parler, à mon sens, dire un mot sur la chimio, un mot sur Herceptin, et un mot sur
la positivité ou non des récepteurs hormonaux. Des questions? Eh bien, il est 6h02. Hop. Oui.